Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Bitcoin fait couler beaucoup d'encre, sulfureux pour certains, vertueux pour d'autres, incompréhensible pour beaucoup, d'où entre autres le choix de ce titre de relique barbare du web. On a décidé aujourd'hui de vous expliquer clairement et simplement ce qu'était que le Bitcoin et ce que cela recelait pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, voire y déceler des opportunités pour votre entreprise. Alors accrochez-vous, écoutez et dialoguez avec nos deux experts sur le plateau pour en parler. Eric Larchevêque, le fondateur de la Maison du Bitcoin. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur, vous avez revendu l'an passé Prixing, votre précédente société, et vous avez donc inauguré hier, on est en plein dans l'actu, c'est tout chaud, la Maison du Bitcoin, juste à côté de ce studio d'ailleurs, on est dans rue du Caire, à Paris. Caire, ouais. Et la Maison du Bitcoin, en un mot, on peut dire que c'est un espace de coworking, d'incubation et d'évangélisation dédié au Bitcoin. Exactement, on est vraiment sur la verticale Bitcoin. Ouais. D'un côté, on aide les entrepreneurs et de l'autre côté, on essaye aussi d'aider le grand public à accéder plus facilement au Bitcoin via un change physique. Donc le tout pour améliorer l'écosystème Bitcoin. Donc on peut venir, enfin c'est ouvert, on peut exactement, vous pouvez venir, vous pouvez acheter des Bitcoins. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez venir travailler à la journée, à la semaine, dans un espace dédié au Bitcoin, échanger, networker, etc. D'accord. Également sur ce plateau, Gonzague Grandval. Bonjour Gonzague. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Paymium. Paymium, c'est une start-up qui ambitionne tout simplement de devenir la première place de marché du Bitcoin en Europe. Absolument, c'est votre ambition. C'est ça, exactement. Merci. Donc une place de marché, c'est l'endroit où des acheteurs vont rencontrer des vendeurs pour acheter et vendre des bitcoins. Et c'est également le moteur d'une solution de paiement permettant aux marchands d'accepter les paiements en bitcoin et d'être payés en euros. Bitcoin Central, c'est ça? Bitcoin Central est le nom de la place de marché et qui va bientôt changer de bannière pour s'appeler Paymium de façon uniformisée. Alors je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités en direct durant cette émission. On va essayer de décrypter un peu le bitcoin. Si vous voulez aller plus loin, déjà, je vous présente le livre de Serge Roukin, Comprendre et utiliser le Bitcoin, paru aux éditions 19. Alors, messieurs, avant de commencer, je vous propose de regarder une toute petite vidéo qui va déjà introduire un peu ce que c'est que le Bitcoin. On la regarde et on dialogue après. Les bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel appelé un mineur de bitcoin. Créer des bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Les bitcoins sont stockés dans un porte-monnaie électronique, ce qui vous est sûrement familier si vous utilisez une banque en ligne. Quand vous transférez des bitcoins, une signature électronique est ajoutée. En quelques minutes, la transaction est vérifiée par un mineur, puis stockée de façon anonyme et permanente sur le réseau. Bitcoin est un logiciel libre, et n'importe qui peut inspecter son code source. Alors messieurs, on a un internaute, OSS 117, qui nous dit quelle est la définition exacte du Bitcoin. On va commencer par cela. Alors on a trop tendance à dire que c'est une monnaie électronique. Alors c'est une monnaie, c'est une devise numérique, mais c'est également un système de paiement électronique. Expliquez-nous très succinctement. Alors, la définition du Bitcoin, c'est effectivement deux choses à la fois. D'une part, cette quasi-monnaie, c'est pas tout à fait une monnaie, mais c'est une quasi-monnaie numérique. Une unité de compte, on peut dire? Une unité de compte, absolument. C'est le meilleur qualificatif, qui a la particularité d'être émis en quantité limitée, avec un rythme d'émission qui est prévu dès le départ. Aujourd'hui, on a émis à peu près de la moitié de la masse monétaire en circulation. On va voir la courbe, Et le deuxième volet de Bitcoin, c'est un réseau de transactions peer-to-peer complètement libre. Donc, sur ce réseau de transactions circulent ces unités de compte et le tout est réalisé sans entité centrale. Alors, c'est un des points les plus importants, justement, cette dualité du Bitcoin. Est-ce que c'est pas ça aussi qui apporte la confusion dans la tête des gens? On n'a pas trop l'habitude de voir une monnaie qui est aussi un système de paiement. Enfin, Eric, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est compliqué un petit peu à comprendre, c'est surtout le fait que ce ne soit pas centralisé. Souvent, les gens se disent, mais qui émet la monnaie? Est-ce que ça appartient à celui qui l'a créée? Est-ce que c'est une arnaque? Enfin, parce qu'on sort complètement du schéma de pensée habituel. Normalement, c'est vrai qu'une monnaie, c'est émis par une banque centrale, donc on comprend plus ou moins comment ça fonctionne. Et bien là, la monnaie, en fait, elle est régie par des lois mathématiques. Et c'est ce qui fait là sa grande force, c'est-à-dire qu'on remplace la confiance en fait, dans un tiers, dans une banque centrale ou en État, par une confiance mathématique, ce qui fait la grande force donc, de Bitcoin, puisque quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, eh bien, le réseau Bitcoin ne peut pas être corrompu. Alors justement, on va revenir, vous parlez de corruption, on va revenir à l'origine même de Bitcoin. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était 2009. Pour replacer le Bitcoin dans le contexte, on est 2009, c'est la crise des subprimes, la crise des financières. Et est-ce que le contexte justement financier a permis et a justement
explique la création du Bitcoin pour changer un peu le modèle? Je pense que ce contexte explique l'engouement et le succès, D'accord. une partie de l'engouement et du succès aujourd'hui. En revanche, il faut savoir que les tentatives de créer des systèmes comparables à Bitcoin existent depuis des dizaines d'années, depuis qu'Internet existe. D'accord. Et à chaque fois, ces tentatives se heurtaient au problème de l'entité centrale. Il y avait toujours une société, un serveur central, une association, quelque chose qui gérait cette fameuse monnaie. Et donc, l'innovation de Bitcoin, ça a vraiment été ce qu'Eric rappelait, c'est le fait qu'il n'y a plus d'entité centrale, la confiance est distribuée sur le réseau et soumise à des lois mathématiques. Et donc, cette loi mathématique, elles ont été écrites dès le début, en fait. C'est un document de 8 pages, je crois, qui explique. Alors, c'est très. C'est de mathématiques, hein, faut vraiment. C'est très académique, ouais. Dès le début, le protocole était écrit. Et alors, on va rentrer dans le fonctionnement, justement. Première caractéristique, donc dès son origine, on savait que le nombre de bitcoins allait être limité. On va voir d'ailleurs la courbe d'émission des bitcoins. Alors, pour ceux qui aiment bien les maths, c'est une courbe exponentielle. Donc c'est-à-dire que jusqu'en 2140, je crois, il y aura 21 millions de bitcoins qui seront émis. Oui. Actuellement, on en a émis, vous disiez, 12 millions. Pourquoi ce principe de rareté inhérent au bitcoin? Alors, il était surtout prévu d'avoir une quantité limitée de bitcoin c'est ça. Pour en faire une réserve de valeur. C'est écrit dans le protocole, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoin, donc tout le monde le sait. Ensuite, cette courbe de distribution a été prévue de façon assez vertueuse pour qu'il y ait un encouragement au départ à ce que des utilisateurs processent des transactions Bitcoin. Et petit à petit, le Bitcoin s'évaluant, valant de plus en plus cher, visiblement, il y a une émission monétaire qui est réduite, mais qui correspond toujours à une valeur grandissante pour les processeurs. Alors, on va peut-être expliquer un peu plus tard le détail du processing. Qui émet la monnaie. C'est ça. Alors, c'est la question que je vais vous poser justement. Alors, on voit au début, c'était 50 bitcoins toutes les 10 minutes qui sont créés, et tous les 4 ans, ça diminue de moitié. Donc là, maintenant, on est à 25. Et donc, la question, forcément, qui crée ces bitcoins? On a vu dans la petite vidéo les fameux mineurs. Alors, qui sont ces mineurs? Est-ce qu'ils ont leur casque, ils ont leur petite pioche? Ça marche pas comme ça, j'ai l'impression. Le rôle du mineur, c'est de configurer et faire tourner du matériel informatique hautement spécialisé qui a pour objectif de valider les transactions du réseau Bitcoin et donc en fait d'assurer le fait qu'il n'y a pas de double paiement. C'est-à-dire que vu que c'est virtuel, effectivement, on pourrait payer plus de 2 fois avec la même source. Eh bien, via justement ces validations, on empêche ce double paiement. Et au lieu de le centraliser, parce que normalement une banque centrale voit passer un petit peu toutes les transactions, elle dit c'est bon, il n'a pas payé 2 fois. Là, c'est complètement distribué. Exactement. Et en fait, chaque personne, chaque membre en fait du réseau peut, s'il le souhaite, acquérir un mineur. Donc c'est un investissement. Ensuite, il y a un investissement en énergie, c'est l'électricité. Il fait donc tourner une puissance de calcul. Cette puissance de calcul sécurise le réseau. C'est un gros ordinateur. C'est un gros ordinateur, ou des ordinateurs très spécialisés, ce qu'on appelle des ASIC, des puces spécialisées qui ne font que ça. Et donc, afin de donner un incentive pour justement payer cette électricité, investir dans les mineurs, le réseau récompense celui qui a donné cette puissance de calcul pour sécuriser le réseau en lui donnant la possibilité, le droit d'émettre en fait des nouveaux bitcoins. C'est comme ça que les nouveaux bitcoins sont émis. D'accord. John nous demande, du coup, est-ce que tout le monde peut miner et gagner de l'argent? Il nous pose la deuxième question, n'est-ce pas un problème à long terme? Alors, première question, est-ce que tout le monde peut devenir mineur? Oui, tout le monde peut devenir mineur. Théoriquement, parce que c'est quand même compliqué. Absolument, théoriquement, tout le monde peut devenir mineur, à condition justement aujourd'hui d'investir dans du matériel qui va permettre de vérifier les transactions. C'est combien l'investissement? Ça coûte combien Alors un mineur, en fait, aujourd'hui, si on veut quelque chose qui génère suffisamment de puissance pour avoir un sens, il faut compter aux alentours de 5 000 euros. Et ça vaut plus ou moins toujours 5 000 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il y a des nouvelles générations de mineurs qui sont de plus en plus puissantes. C'est un peu une sorte de loi de Moore. Et effectivement, en fait, pour le même prix, on a des choses de plus en plus puissantes parce que c'est un peu comme un gâteau. Et plus il y a de gens qui minent, plus les parts, en fait, diminuent. Parce qu'effectivement, vu que l'émission est limitée et que toutes les 10 minutes, il y a 25 bitcoins, eh bien, et ces 25 bitcoins sont répartis sur l'ensemble des mineurs qui minent sur la planète. Et s'il y a 100 fois plus de mineurs, eh bien, les parts sont 100 fois plus petites. Et donc, il faut avoir des mineurs de plus en plus puissants pour rester un petit peu au top. Et donc, c'est un investissement sans fin. Et donc investir pour miner, pour gagner de l'argent, c'est quand même quelque chose de très compliqué parce que c'est vraiment de l'achat de matériel en avance, miser sur les bons produits. Donc c'est pas du tout en fait une sorte de corne d'abondance où il suffit de brancher un appareil et puis on devient riche. C'est quand même une science. C'est un peu comme les contributeurs Wikipédia. Si on peut donner un exemple, c'est-à-dire que la communauté qui autogère un peu le système. Non, parce que faut essayer d'être ils n'ont pas de choix comme modérateur Wikipédia. Il peut dire oui, non, réfléchir, etc. Là, c'est vraiment en fait ils appliquent des algorithmes. Et s'ils appliquent
pas les bons algorithmes, si ces algorithmes n'étaient pas honnêtes, eh bien, ils n'auraient pas la possibilité de demander en fait leur récompense et donc, en gros, ça ne servirait à rien. Alors, et quand il n'y aura plus d'émissions de Bitcoin, comment ils seront rémunérés justement ces mineurs? Déjà, on va attendre jusqu'en 2140 pour ça, qu'il y ait une émission de Bitcoin, donc on a le temps de voir venir. Ouais, Cependant, encore une fois, la vertu du système, c'est que le mineur est récompensé par la création monétaire et aussi par les commissions qui sont incluses dans les transactions qu'il va gagner. Donc au départ, il gagne plutôt de la création monétaire parce qu'il y a peu de transactions et plus le temps avance, plus il y a de transactions et donc le fait que la création monétaire soit moindre est compensé par un nombre de transactions et donc un volume de commissions plus important dans les transactions. Donc la deuxième caractéristique du Bitcoin, c'est qu'il est décentralisé, donc il n'y a aucun organisme de contrôle central et il s'échange en peer-to-peer entre utilisateurs. Ça aussi, c'est une grande avancée, ce qui permet d'avoir des frais moindres entre les transactions. Exactement. Ça permet surtout d'avoir une vraie compétition de l'ensemble des processeurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le domaine du paiement électronique. Il y a un duopole où il y a vraiment des gros mastodontes, mais il n'y a pas vraiment de compétition. Dans Bitcoin, on est vraiment sur un marché complètement libre avec une vraie compétition et il va y avoir un regroupement, comme ça existe déjà, de processeurs qui vont fournir un service de validation des transactions en étant en concurrence avec d'autres services. Et donc, une vraie concurrence sur on a beaucoup de questions d'internautes. On va encore aller sur les caractéristiques et après, on y répondra. Troisième, justement, caractéristique, c'est open source. C'est-à-dire que son fonctionnement est transparent. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important dans la création du Bitcoin en soi et dans sa pérennité. Bien entendu, puisque quand c'est ouvert, paradoxalement, c'est-à-dire que c'est très sécurisé. Puisque n'importe qui peut lire le code, le vérifier. Et il y a donc des centaines d'experts en crypto, en tout ce qu'on veut, qui se sont penchés sur le code et qui ont dit, effectivement, ça marche, il n'y a pas de bug. Et donc, on a la certitude, en fait, que le code qui tourne eh bien, est dénué de problèmes, qu'il respecte exactement, en fait, la base du protocole. Et chacun, en fait, peut voir ce qu'il fait. Il peut voir aussi les transactions, c'est ça qui se passe. Il voit tout. Tout est public. Les transactions. Tout est public. Sans voir forcément les acteurs. Non, parce que c'est pseudo-anonyme. En fait, quand on a des bitcoins, c'est associé à un numéro de compte, si je puis dire, dont on possède le mot de passe. On dit clé publique, clé privée, mais voilà, c'est un mot de passe. Et en fait, on ne sait pas à qui est associé ce numéro de compte, donc c'est pseudo-anonyme. Par contre, quand on va aller sur une bourse d'échange comme celle de Paymium, là, on va devoir s'identifier puisqu'on va rentrer dans le système monétaire classique. Alors, la question évidemment, à quoi ça sert le Bitcoin? Quels sont les avantages clés de cette devise numérique? Alors, ça dépend de quel côté on se place, du côté de l'utilisateur ou du côté du marchand. Alors, de l'utilisateur pour commencer. Alors, l'utilisateur, il a plusieurs motivations à s'intéresser à Bitcoin. Les premières motivations des utilisateurs ont été technologiques. C'est-à-dire qu'il y avait une innovation technologique et c'est effectivement assez geek au début. Des matheux, des développeurs ont vu Bitcoin et se sont emparés de cette technologie parce qu'elle était vraiment innovante, nouvelle et porteuse de beaucoup de changements. La deuxième raison a été assez spéculative. À partir du moment où un certain nombre d'utilisateurs ont vu qu'il y avait la promesse d'une valeur qui allait s'apprécier, il y a eu pas mal de spéculation. Et ensuite, c'est l'ère dans laquelle on commence à arriver, il va y avoir une valeur d'usage où les utilisateurs s'aperçoivent que payer avec Bitcoin, ça a des implications profondes dans le paiement. Ils peuvent payer sans prendre le risque d'être fraudés derrière sur leur paiement, d'être usurpés sur leur carte bancaire ou autre chose. Donc c'est un paiement qui est instantané, qui est sécurisé. Et côté marchand, c'est la promesse de pouvoir accepter des paiements facilement du monde entier à des coûts bien moindres que les réseaux de paiement actuels. D'accord. Et le dernier point, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de chargeback possible. On ne peut pas annuler un paiement, ce qui est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans beaucoup de types de commerce. Une transaction carte peut être annulée. Une transaction Bitcoin ne peut pas être annulée. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer d'être très très concis, s'il vous plaît. OSS 117 nous demande, est-ce que les banques reconnaissent-elles le Bitcoin? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, le Bitcoin n'est même pas défini. Ce n'est pas une monnaie au sens de la loi, donc du coup la banque ne peut pas reconnaître le Bitcoin ou opérer en fait du Bitcoin de cette manière. Donc aujourd'hui il doit y avoir une régulation et on doit définir ce que c'est. Mais la banque n'a pas besoin de reconnaître le Bitcoin pour qu'on puisse utiliser le Bitcoin. En fait n'importe qui peut ouvrir un compte Bitcoin directement et échanger sans avoir besoin de passer par un tiers tel une banque.
Alors Jacques, que puis-je acheter avec des bitcoins, un livre sur Amazon, louer un appart sur Airbnb? Alors on fait un peu de pub, désolé. Est-ce que Jacques peut faire tout ce qu'il veut avec le bitcoin? Il peut faire tout ça. Alors, Comment ça marche concrètement? Il ne peut pas acheter sur Amazon? Il peut acheter sur Amazon, mais aujourd'hui il y a près de 70 000 marchands dans le monde qui acceptent les paiements en bitcoin, et on peut à peu près tout acheter. De la voiture, en passant par les livres et la musique, du matériel informatique, des nuits d'hôtel, des... Et comment ça se passe en fait? C'est au moment du paiement, voilà, au moment du paiement, on choisit entre carte bleue, entre Bitcoin, entre PayPal, etc. C'est exactement ça. Vous avez un menu de moyens de paiement proposés. Quand vous choisissez Bitcoin, on vous affiche souvent un QR code qui est la représentation du montant à payer et de l'adresse à laquelle vous allez la payer, d'un montant converti donc en Bitcoin. Le Bitcoin est-il légal? Ne peut-il pas porter atteinte aux autres monnaies? Alors le Bitcoin est complètement légal, c'est une technologie, rien ne la rend illégale. Donc aujourd'hui, en l'absence de qualification juridique de Bitcoin, personne ne prétend que Bitcoin est illégal, quel que soit le pays d'ailleurs dans le monde. En revanche, il y a des freins à son usage parce qu'effectivement, certaines banques ou institutions ou pays mettent en avant un certain nombre de risques sur Bitcoin qui sont parfois tout à fait légitimes, mais qui ne le rendent pas illégal. Alors, Joe nous demande, le Bitcoin au final c'est du vent mathématique, je le cite, pourrait-il remplacer l'or? Alors, on ne peut pas remplacer l'or, l'or reste l'or. Maintenant, en tant que réserve de valeur, effectivement, certaines personnes utilisent le Bitcoin de cette manière, en disant voilà, je vais placer 3, 4, 5% de mes avoirs dans le Bitcoin parce que je crois à la technologie et je sais que c'est une monnaie qui est déflationniste, donc sur laquelle on ne peut pas faire tourner la planche à billets. La confiance dans l'euro, les banques centrales commencent à s'effriter, donc les gens commencent à vraiment se poser des questions. Il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, clairement, oui, on peut considérer un petit peu ça comme de l'or sur le principe en fait, de conservation de valeur. Que se passera-t-il quand le maximum de Bitcoin sera atteint? Alors ça, on a encore à très très long terme, mais est-ce qu'il va se passer des... Remarque, il y a beaucoup moins d'émissions qui vont se passer d'ici 30 ans, je crois. Même dans 10-15 ans, on aura déjà 98% de la masse monétaire, donc on va arriver assez vite. Est-ce qu'il y aura un changement ou est-ce que ça va pas se réguler? Rien va se passer particulièrement, en fait, il n'y a pas de... ça n'aura pas d'impact en fait sur l'usage. Alors, quelle start-up peut-on faire autour du Bitcoin? Il y a plein de choses, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez au sein de votre incubateur? Alors, c'est très comme large. Type de start-up, pas toutes les citer. Bien sûr, mais il y a des start-up qui travaillent en fait dans l'accès au Bitcoin, comment récupérer des Bitcoins, échanger avec les monnaies euros. Il y a des start-up qui travaillent justement dans comment est-ce qu'on peut stocker ces Bitcoins, comment on peut les utiliser. C'est ce qu'on appelle des wallets, voilà, qui soient logiciels ou alors hardware. Il y en a qui travaillent dans le minage, sur des protocoles bien particuliers. Il y en a qui travaillent aussi sur justement les échanges. Comment est-ce qu'on peut transférer en fait des fonds facilement d'un pays à l'autre, ça c'est la remittance. Il y a énormément de fonds qui sont envoyés par exemple en Afrique, etc. Et là le Bitcoin permet d'économiser de 10 à 12% des commissions actuelles. Donc il y en a qui travaillent sur ces sujets, comment sécuriser les paiements. Enfin, c'est très large, oui, tout à fait. Tout est à faire, tout est à construire. OSS 117 toujours. Est-ce qu'économiquement, moi internaute, ça vaut le coup d'avoir recours de temps en temps au Bitcoin? Si on voyage, oui. Enfin, en termes d'usage concret. C'est pour éviter d'avoir des frais sur les transactions. C'est-à-dire que si vous allez, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de changer, de revenir avec vos poches, avec plein de devises. Donc, c'est un aspect pratique extrêmement fort. Ensuite, si on peut aussi investir dans le Bitcoin simplement en disant, voilà, à long terme, de toute façon, je pense que ça prendra de la valeur, sans regarder la volatilité au jour le jour, en mettant ça de côté. Et donc, voilà, j'en ai un petit peu, je les mets au coffre pour plus tard. Ça a du sens également pour un certain type d'achat. Par exemple, si on prend les biens numériques comme la presse en ligne, on est souvent heurté à un mur de paiement lorsqu'il s'agit de payer un article qu'on veut lire en ligne. 40 et donc, pour 40 centimes, en fait, on vous demande de vous inscrire, de rentrer votre numéro de carte, de l'enregistrer, de machin, tout ça. Et souvent, on s'arrête là et on ne le fait pas. Avec la mise en place d'un système de paiement en Bitcoin, on va pouvoir, en un clic, payer son article et y avoir accès sans avoir à révéler toutes ces informations de paiement. Donc, pour ce type d'usage qui se développe de plus en plus, c'est intéressant. Et pour les achats qu'on va faire également transfrontières, donc si on achète quelque chose aux États-Unis, on s'aperçoit que sur son relevé de banque, on a été taxé de frais de change, de commissions de paiement à l'étranger, dans une devise, et ça représente des frais relativement importants. Encore une fois, quand on passe par Bitcoin, il n'y a plus tous ces frais, puisque le paiement est reconnu universellement. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Bitcoin sans évoquer la question des risques et des craintes, en tout cas, que cela suscite. Il y a des questions à ce sujet-là. La première critique qu'on entend souvent, c'est que c'est une monnaie qui est
volatile. Je vous propose d'ailleurs de voir le graphique sur l'évolution du cours du Bitcoin depuis sa création. Donc on est passé de pratiquement rien à janvier 2013 à plus de 1000 $ en décembre, 440 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait vraiment le yo-yo. Est-ce que, c'est une question d'un internaute d'ailleurs, est-ce que la spéculation ne risque-t-elle pas de tuer le Bitcoin? Non, pas du tout. Il faut voir que Bitcoin est très jeune. Ça n'a que 5 ans. C'est un problème de maturité, c'est ça? Oui, c'est un problème de maturité et de taille. Donc c'est très jeune, c'est encore très petit. Donc ce marché est soumis à des fluctuations parce qu'il peut être surtout au départ un peu manipulé. Plus ça va aller, plus il y aura de marchands, d'utilisateurs et de volumes et donc de spéculateurs parce que les spéculateurs ils arrivent sur tous les marchés, il n'y a pas que sur Bitcoin. Sur n'importe quel marché, il y a de la spéculation. Donc c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Et donc petit à petit, le cours va se stabiliser. Cependant, à n'en pas douter, il va encore y avoir des bulles sur Bitcoin, des crashs vraisemblablement, mais encore une fois, Bitcoin existe depuis 5 ans. Attendons quelques années. Donc là, c'est un marché. Il faut faire attention au niveau de la spéculation, mais à long terme, il va à vos risques et périls. Mais en tant que start-up, entrepreneur dans le Bitcoin, l'évolution au jour le jour, on la regarde pas trop. On est là vraiment sur le long terme et on sait que c'est une technologie qui est là pour durer. Deuxième critique que l'on fait aussi, c'est l'anonymat justement, ce qui en fait une monnaie prisée, c'est ce qu'on dit, pour blanchir de l'argent. On va voir notamment un article de Marianne, il me semble, qui en parle, de l'humanité. Oui, c'est Marianne, pardon. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique justement de l'anonymat qui permet de faire des transactions assez faciles? L'anonymat, en fait, déjà, il va aller jusqu'au changement en euros. Et là, il n'y a pas du tout d'anonymat en fait sur les places de marché. Donc effectivement, tant qu'on opère en Bitcoin, donc si on reste sur le marché Bitcoin, effectivement, on peut rester anonyme. Maintenant, c'est pas parce qu'on est anonyme qu'on est au-dessus des lois. À un moment ou à un autre, eh bien, on est face au travail policier. Et si on regarde Silk Road, qui est la place de marché de drogue qui était très connue du Darknet, comment est-ce que son fondateur a été arrêté? Tout simplement avec un travail policier classique, une enquête. Et donc, Bitcoin. Est-ce que c'est plus facile justement de faire des filatures Oui, probablement, parce qu'une fois qu'on tire un bout de ficelle, vu que toutes les transactions sont publiques, après on déroule la pelote. Donc, on va dire que c'est un outil qui est ni bon ni mauvais. Si on l'utilise pour faire du crime, eh bien, on s'expose bien entendu à la loi et c'est pas un laisser-passer. Je vais ajouter quelque chose. Bitcoin, par rapport à l'argent liquide, c'est un grand pas en avant en matière de traçabilité des transactions. L'argent liquide est vraiment le roi dans le blanchiment et dans ce type de problématique. Bitcoin, c'est un pas en avant parce qu'il y a une traçabilité de toutes les transactions. Il existe aussi aujourd'hui de plus en plus des outils d'analyse des transactions sur le réseau qui permettent de remonter assez finement jusqu'à des nœuds, voire à des adresses IP et autre chose. Et donc, de plus en plus, les utilisateurs Bitcoin se rendent compte que le réseau Bitcoin n'est pas du tout anonyme, que s'ils veulent cacher les transactions, ils n'ont pas intérêt à utiliser le réseau Bitcoin parce que tout est historisé et on peut remonter sur toute l'histoire de Bitcoin pour chaque transaction. Donc, c'est pas le bon moyen. Alors, une dernière critique. Je vous propose d'entendre Christophe Beau, le PDG de la Monnaie de Paris, qui était à votre place justement sur ce plateau il y a quelques temps et qui donnait son avis justement sur le Bitcoin. On l'écoute et on en discute après. Là, on est devant quelque chose qui est attrayant parce que ça augmente très fortement, au moins à court terme, et aussi parce que c'est sur Internet. Et donc, parce que c'est sur Internet, et pardon de le dire dans le cadre d'une télé sur Internet, mais vous êtes libre aussi de vous exprimer. On donne crédit à cette création d'être moderne parce que c'est sur Internet. Et en fait, c'est très archaïque. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est un petit peu comme le tissu ou les coquillages qu'on s'échangeait dans les civilisations anciennes. Il n'y a aucune banque centrale pour en assurer la liquidité et la valeur, je dirais, légale. Bon. Il n'y a aucune assurance de pouvoir l'utiliser auprès de tout interlocuteur à qui on veut acheter quelque chose. Et donc, il n'y a pas la liquidité ni la sécurité qu'apporte une banque centrale. Alors, M. Beau parle d'archaïsme. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos? Je crois que la première chose à dire, c'est qu'il y a souvent une très forte méconnaissance de ce qu'est Bitcoin. Et la plupart, voire la totalité des gens qui ont compris Bitcoin sont plutôt très positifs sur son avenir et sur ce qu'on peut en faire. Alors, sur la question de la sécurité. Sur la question de la sécurité, il faut bien distinguer deux choses. La sécurité du protocole, de la technologie Bitcoin, et la sécurité des utilisateurs avec leur Bitcoin. La sécurité du protocole, elle est avérée. Tout le monde a écrit dessus. Il n'y a rien à dire. Ce protocole n'a jamais été mis à mal. En revanche, il y a un point de vigilance qui fait partie
des remarques des institutions, c'est la sécurité des utilisateurs quand ils détiennent des bitcoins. Effectivement, détenir des bitcoins, c'est détenir des ressources numériques, souvent sur des supports connectés, qui peuvent être piratés, sur lesquels il peut y avoir des malwares et autre chose. Et donc, il faut être très vigilant et instruire les utilisateurs à utiliser Bitcoin dans un cadre conforme à une sécurité au moins minimale, mais si possible. Bah oui, parce que les utilisateurs, mais aussi certaines entreprises, on pense notamment à voilà, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Mangox, voilà, qui a fait faillite justement à Tokyo parce qu'elle s'est fait voler, alors je ne sais plus combien de milliers de bitcoins. Ça pose un problème qui a mis en cause le système d'ailleurs, j'ai l'impression. En fait, cette société donc a commencé, on va dire, soit s'est fait voler ses bitcoins, soit elle a fait du fractionnel, ça elle a joué avec l'argent de ses clients et donc à la fin, voilà, patatras. Donc ça arrive aussi dans le domaine financier actuel. Donc le problème, c'est la société qui n'était pas assez, qui a voulu aller un peu trop vite. Non, mais exactement. Là, en soi, Bitcoin n'a pas rien à voir directement. C'est comme une banque qui fait faillite, sauf que là, effectivement, il n'y avait pas le système pour la sauver. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, du coup, on passe l'éponge, mais ça coûte pas à l'ensemble des utilisateurs. Et du reste, ceux qui ont perdu, c'était surtout des spéculateurs et qui étaient les premiers à reconnaître qu'ils savaient que Mangox n'allait pas bien. Il y avait déjà eu des vols, il y avait déjà pas mal de soucis, mais elle donnait un rendement, même s'il était virtuel au final, qui était tellement bon que les gens sont restés parce que, voilà, par cupidité, etc. Vous aussi, vous avez un petit souci justement, il y a un an, je crois, de sécurité. Justement, forcément, comme ça prend de la valeur, ça attise les convoitises et ça vous oblige, vous, à être beaucoup plus rigoureux. Comment on fait face à ça? Exactement. Face à ces menaces… c'est des hackers qui il faut prendre des mesures radicales. La première menace, en fait, qui concerne la plupart des acteurs de l'économie Bitcoin, c'est de laisser des Bitcoins sur des serveurs à disposition. Et donc, chez Pemium, une des premières mesures qui a été prise, c'est de supprimer l'ensemble des Bitcoins sur les serveurs et d'avoir ce qu'on appelle du stockage à froid pour l'ensemble de nos Bitcoins. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus accessibles par un pirate informatique. Et la deuxième chose, qui manquait vraisemblablement à MTGOX, c'est de mettre en place des outils d'audit comptable qui permettent à chaque instant de constater que les bases de données comptables sont cohérentes avec les stocks physiques de Bitcoin qu'on détient. Et de pouvoir auditer en permanence chaque modification de base par les transactions qui sont tracées sur la blockchain et par les transactions bancaires. Alors, on est un tout petit peu en retard. On va prendre encore 2-3 petites questions et après on passera au Money Time de cette émission. Question très rapide. Est-ce qu'il existe d'autres types de monnaies numériques autres que le Bitcoin? Est-ce que ça existe? Bien entendu, Bitcoin est un… Vous, c'est la maison que du Bitcoin, hein, vous vous intéressez pas aux autres? Nous, on est la maison du Bitcoin, des crypto-monnaies en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Bitcoin, on préfère parler que du Bitcoin afin justement de ne pas trop générer de confusion. Mais le code source étant ouvert, n'importe qui peut en fait répliquer et créer sa propre monnaie. Maintenant, la valeur de Bitcoin, c'est son effet réseau. En fait, si ça a de la valeur, c'est parce que tout le monde l'utilise, tout le monde le reconnaît. Enfin, tout le monde, mais une grande partie de beaucoup de monde. Alors que quand on crée un nouveau alt, on appelle ça des altcoins, eh bien, c'est du marketing ensuite pour le lancer. Et l'intérêt que ça a, pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est surtout pour faire des expériences en disant, voilà, on modifie des caractéristiques, on voit les impacts, etc. Et il y en a aujourd'hui plus de 500. Alors, vous, Gonzague, vous avez été auditionné par la commission, je crois, finance du Sénat. La question, où est-ce qu'on en est en France, dans le monde, par rapport à cette monnaie numérique et surtout par rapport à l'écosystème? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard par rapport au Bitcoin et par rapport aux startups qui poussent à ce sujet-là? Alors, on n'est pas très en avance. Cette audition à la commission des finances du Sénat a eu plusieurs mérites. Déjà, c'est qu'on a pu assister à un débat intéressant, riche, avec des sénateurs qui avaient vraiment travaillé pour savoir ce qu'était Bitcoin et quelles avaient été les prises de position des différents pays. Et de constater justement qu'en France, il y avait un déficit de prise de position des institutions sur Bitcoin qui permettrait à l'écosystème et à l'industrie Bitcoin qui se construit d'avancer plus vite et de rattraper peut-être le retard qui a été pris par rapport aux autres pays. Le premier besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une qualification fiscale du Bitcoin, de savoir ce qu'on fait avec des plus-values, avec des moins-values, si on applique de la TVA sur des commissions ou autre chose. Tout ça a besoin d'être précisé de façon à ce que tout le monde puisse sereinement lancer son activité, parce qu'aujourd'hui, on avance vraiment dans le brouillard et ce n'est pas la meilleure façon pour accélérer. Très bien. Dernière question, je vous rappelle juste le livre, si vous voulez aller encore plus loin sur le Bitcoin, il y a beaucoup de choses à dire. Comprendre et utiliser le Bitcoin de Serge Rouquine. Ma dernière question, dans 10 ans, c'est quoi le Bitcoin? Est-ce que ça sera la monnaie du futur? Est-ce que c'est le système de paiement que tout le monde utilisera sur Internet? Qu'est-ce que c'est votre dans 10 ans, Bitcoin, ce sera l'email par rapport au fax. Donc, c'est-à-dire que dans 10 ans, je ne sais pas exactement si c'est 10 ou 20, mais
Peut-être moins. Mais en tout cas, c'est vraiment une innovation à la mesure de l'email et du fax, de la voix sur IP par rapport au cuivre. Donc, on est vraiment dans une technologie Internet. Et donc, l'économie numérique va profiter du développement de cette techno. Vous, Eric, vous voyez l'émulsion qu'il y a autour de cette... Tout à fait. Dans les années 90, j'avais fait ma première start-up et j'ai vu à quel point, en fait, Internet a révolutionné la manière dont nous communiquons, nous partageons. Un Bitcoin est là pour révolutionner complètement la manière dont nous payons, nous commerçons. Et l'impact sur l'économie, sur la société en général va être énorme car Bitcoin en fait redonne le pouvoir sur son argent. C'est vrai qu'on n'avait pas connu une telle révolution ou évolution, on va dire, depuis la carte bancaire. C'est une vraie rupture technologique. On ne savait pas faire ça il y a 10 ans. Là, l'innovation de Bitcoin permet justement... Très bien. On est un peu en retard. On va passer maintenant à la rubrique Money Time et on accueille la start-up WeRoom sur le plateau.